Pour la plupart d'entre nous, aller à l'épicerie, aller faire des sports, aller au restaurant, ce genre de choses, ça fait partie de la normalité. C'est merveilleux. On monte 3 marches, on enjambe un trottoir, on ouvre une porte. Mais pour beaucoup de gens, c'est un problème. On va se le dire, les gens vivant avec un handicap, et on parle de toutes sortes de handicaps, peuvent vivent toutes sortes de problématiques. Là, on parle au niveau physique avec les histoires d'escalier, ce genre de trucs, mais il n'en demeure pas moins que pour les malvoyants, les personnes qui ont des problèmes d'audition, par exemple, là, ça devient extrêmement compliqué, mais dans le quotidien. Et aujourd'hui, justement, pour parler un petit peu de toutes les problématiques, mais également des groupes qui viennent en aide aux personnes vivant avec un handicap, on est très content de recevoir Ghislain Gagnon, qui est directeur général du regroupement des associations des personnes handicapées pour la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, premièrement, bienvenue parmi nous, Ghislain. Merci de m'accueillir dans vos studios. Très content de te recevoir parce que c'est une réalité pour beaucoup plus de gens qu'on le pense, de vivre justement avec des problématiques de handicap, parce qu'il y a toutes sortes de handicaps. Mais, pour commencer, ce que j'aimerais savoir, là, c'est évidemment, là, j'ai fait mes devoirs et tout, mais il n'en demeure pas moins que le regroupement des associations des personnes handicapées Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est un ROP qu'on appelle au Québec, un regroupement d'organismes de promotion. Donc, chez nous, en Gaspésie, le RAVJ va regrouper 15 associations. Partout en Gaspésie aux îles, donc des assos qui, elles, offrent des services directement aux personnes handicapées, à leurs proches. Donc, des services de répit. On peut avoir du répit de nuit aussi dans certaines de mes associations. Mais tout ça pour permettre aux personnes handicapées de participer socialement, de développer certaines acquisitions par des activités. Et nous, au RAVJ, on va s'occuper de la portion défense de droits. Mm-hmm. Donc, que ce soit dans l'analyse politique non partisane, dans la représentation, dans l'éducation populaire, ou dans la mobilisation sociale ou citoyenne, on est là. Donc, vraiment informer nos organismes, nos membres, des droits, des iniquités, la vie des personnes handicapées, vous le disiez, ça regroupe beaucoup de gens. Mm-hmm. On pense souvent à la personne en fauteuil roulant, mais 80% des handicaps sont invisibles. Donc, souvent, ces personnes-là vont vivre des inégalités sociales ou de l'exclusion sans nécessairement qu'on prenne en considération leurs conditions. Et justement, là, tu vois, j'ai été fouillé un petit peu dans la documentation gouvernementale, veux pas. Oui. Parce que là, j'ai essayé de comprendre un petit peu au départ, là, c'est la définition même de personne handicapée. Puis là, je me lance dans une petite lecture, n'est-ce pas? On nous dit ici que toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. L'incapacité peut être motrice, intellectuelle, visuelle, auditive, associée à la parole ou au langage, ou encore liée à un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble grave de santé mentale. Là, on couvre très large. Oui. Et en 2017, il y a une étude qui était sortie, c'était l'enquête canadienne sur l'incapacité, où on parlait le taux d'incapacité dans la population québécoise âgée de 15 ans et plus est de 16,1%. Oui, et les plus récents résultats de la même étude canadienne de 23 nous amènent maintenant un chiffre de 21,8, je ne me trompe pas, donc un 22% de la population qui est considérée qui a une incapacité. Là, on parle d'une personne sur 5. Oui, plus d'une personne sur 5, ça dépend des régions. Là. Il y a des régions que ça serait... Et là, on parle d'incapacité, mais si on rajoute d'autres conditions, par exemple, une femme enceinte, qui va avoir besoin, ou de jeunes parents avec une poussette, une coquille, va avoir besoin de se bouger différemment. Là, on est près du 30% si on ajoute tout ce monde-là. Fait que oui, ça fait beaucoup de monde. Et je sais aussi que dans les mots, des fois, on dit, on peut-tu dire personne handicapée? On dit-tu personne en situation de handicap? Moi, quand il y a le mot personne, personnellement, j'ai aucun problème. Là. C'est tant qu'on décrit pas la personne en disant l'handicapé. Ça, c'est méchant. C'est comme si on pointait une différence, le gros nez, le ci, le ça. On veut pas ça dans la vie. Donc, mais c'est un être humain. L'idée, c'est de ne pas stigmatiser le handicap. Il y a une chose importante dans le handicap et dans l'incapacité que j'aime bien exposer, c'est que finalement, là, le handicap, il arrive quand on a un environnement qui n'est pas adapté à une différence. On a une incapacité, on est dans un endroit qui n'est pas adapté, c'est un handicap.
Une personne avec une incapacité n'est pas nécessairement handicapée dans sa vie de tous les jours, dans son travail, ça peut être aménagé de différentes façons. Puis là, on parle souvent du physique, mais on pourrait parler de la couleur des murs, des odeurs, tout ça, un accès universel à un emploi. Donc, c'est ça, c'est une bonne description, ça regroupe beaucoup de monde. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chaque être humain qui nous écoute, chaque personne sur la Terre va vivre une fois dans sa vie une situation handicapante. Que ce soit un bras cassé, une jambe cassée, qu'importe, là. Donc, c'est de là qu'on essaie de mettre des modèles en place qui sont universels au lieu de se mettre dans un carré qu'on doit forcément On parle donc traiter. d'une limitation par rapport à l'environnement général. Il y a quelque chose qui s'appelle le processus de production du handicap. Oh. Et c'est là qu'à un moment donné, un gouvernement, un État doit choisir. Est-ce que je participe à construire un handicap ou à améliorer l'accès? Donc, c'est ça. La société fait partie du processus de production du handicap. Et là, on s'entend aussi qu'avoir, là encore, c'est dans des petits papiers, dans le trou de lapin dans lequel je suis tombé, là, on disait qu'au niveau de l'impact, parce que avoir un handicap, c'est une chose, mais il y a un impact qu'il va y avoir des impacts sur la vie en général. Et c'est là ce qu'on nous disait, c'est, par exemple, pour les personnes vivant avec un handicap, et on ne spécifie pas quel type de handicap, on parle de ménage, les gens sont plus susceptibles, ou plus particulièrement susceptibles de vivre dans un ménage vivant sous le seuil de faible revenu, par exemple. On parle de gens qui vont avoir probablement plus de difficultés à être scolarisés également, parce qu'ils ne peuvent pas nécessairement se rendre vivre dans une école, entre guillemets, normale. Tout du moins adapté. Même au niveau des écoles, au niveau des écoles, il y a des problématiques à ce niveau-là. Il y a des escaliers partout, il n'y a pas nécessairement des ascenseurs et ainsi de suite. Ça va amener des problèmes de santé également, et encore au niveau de l'isolement social. Oui, tout à fait. Mais l'OMS le dit depuis longtemps, l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU, la mobilité, donc incluant le transport, l'accès, la mobilité est un puissant déterminant de la santé. Ça, c'est connu depuis longtemps. Donc, du moment que tu mets des obstacles à cette mobilité-là, et les obstacles, c'est la société qui les impose. C'est pas vrai que la personne doit porter le poids de ce handicap-là. Je veux dire, ce n'est pas à la personne avec une différence à s'adapter à une société, c'est à cette société à s'adapter à tout le monde. Donc, c'est évident que, j'aime pas le mot la clientèle, mais les personnes handicapées en général, oui. On est dans la pauvreté, ils sont surreprésentés. Les femmes dans les situations d'abus, c'est particulier ça, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. Dans les situations d'abus d'exploitation, les femmes sont surreprésentées. On sait que, par exemple, la violence conjugale touche énormément les femmes handicapées. Et ça, c'est depuis 2014 qu'on le sait. C'est prouvé scientifiquement. Elle a le double de risque de vivre. Et quand on creuse plus loin avec les groupes de femmes que j'entendais, que pour qu'une femme se sorte d'une violence domestique ou conjugale, ça prend 7 allers-retours. Quand t'as pas de transport adapté, là, ça peut être long. Ce qui fait que souvent, malheureusement, ces personnes-là doivent présenter l'autre joue. Ils n'ont pas de moyens de sortir parce que le transport adapté est limité. Après 16 heures, les week-ends, ça n'existe pas, le transport adapté. C'est ça, parce que la réalité, c'est qu'à partir du moment où tu es dans une situation de handicap, tu es dans une situation de vulnérabilité, bien souvent. Pas loin. C'est ça. Il y a quand même, je veux dire, il y a des personnes handicapées en Gaspésie qui ont quand même de belles vies et qui ont un emploi, leur véhicule, tout ça. Mais dans l'équité des services, dans l'accès aux infrastructures, l'accès à la vie, la motilité est inexistante. La motilité, c'est vraiment de se dire le matin, c'est le champ des possibles. C'est de dire, ce matin, je vais là. Personne handicapée, c'est 24 heures d'avance, tu réserves, puis c'est possible que le matin, quand t'appelles pour dire que finalement, pour une cause qui est peut-être bonne, ils peuvent pas aller te chercher. On limite ces sorties-là, donc on engraisse la solitude, on engraisse l'isolement. Puis la pandémie nous a bien appris que l'isolement, c'est pas le fun, ça ne marche pas, ça crée des problèmes. Donc, ça peut créer de l'institutionnalisation de plus supplémentaire. Ça coûte cher à l'État. Puis des fois, on peut se ramasser en Gaspésie avec des trentenaires ou des quarantenaires en CHSLD parce qu'il n'y a pas de place pour les accueillir. Effectivement. Et c'est rare qu'on sort d'un CHSLD pas sur une civière. On va se le dire, c'est pas motivant. J'ai rien contre c'est des établissements utiles, nécessaires, essentiels. C'est pas ça. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi avoir des
des endroits pour les accueillir. C'est ça. Puis là, on parle d'un environnement à ce moment-là qui est physique qui est physique oui. et qui est. Puis là, là, on parle un petit peu, si tu me permets l'expression, at large de situation de handicap, puis comment est-ce que les gens sont pris dans cette dynamique-là. Mais quand on regarde, notre région a ses particularités aussi. Oh oui. On s'entend qu'on vit sur un immense territoire. Quand on regarde justement les problématiques plus spécifiques à notre région, qu'est-ce qu'on voit? Parce que, par exemple, on parle souvent du transport. Pour quelqu'un qui est à mobilité réduite, ou un autiste, ou un autiste, on a des problématiques à ce niveau-là. Tout à fait. L'offre de service répond plus à la demande. Là, quand je parlais de déconfinement, de pandémie, eux, ils l'ont pas encore vécu, ça. Là. Je veux dire, les gens, ils ont perdu des services depuis la pandémie. Moi, j'ai des conversations. Avant, on sortait jouer au quai le mercredi soir. Là, il n'y en a plus de services. Les week-ends, il n'y en a pas. Fait que les spectacles, les stations de ski. Chez nous, évidemment que notre grandeur de territoire nous désavantage à ce niveau-là parce qu'on a un ministère des Transports qui a une très mauvaise lecture, qui ne voit pas cette entièreté-là de territoire, qui calcule au nombre de têtes, pas au kilomètre carré. Donc, qui met les transporteurs, et on en a différents en Gaspésie, incluant la Régime, du côté de Rocher-Percé, les îles et l'Estran, différents transporteurs, mais qui s'arrachent la vie. Littéralement, avec le peu de fonds qu'ils ont, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, finalement. C'est pas assez. On peut pas... Quand tu compares avec Montréal, qu'il y a certains quartiers, puis c'est Montréal, je comprends, là, c'est la mégapole ou notre grosse ville au Québec. Sauf que de dire qu'une personne à Montréal va pouvoir bénéficier d'une centaine d'heures de services de transport adapté, ce qui lui permet des sorties quotidiennes, alors qu'en Gaspésie, dépendant où tu vis, tu peux en avoir une fois, 2 fois, 3 fois, t'es chanceux, comme ça se peut pas. Mais tout ça fait que la participation sociale ne se fait pas. Et le ministère du Transport actuel, de la manière qu'il est gouverné, on cherche la rentabilité. Alors qu'on voit pas que finalement, le 200 millions que le ministère a coupé dans le transport collectif le mois passé, il va devoir le dépenser doublement après ça en soins de santé, en soins de services sociaux. Le Québec fait vraiment cavalier seul là-dedans présentement. C'est drôle à voir parce qu'on a sorti une enveloppe de 25 milliards pour le transport en commun. Le Québec ne va pas chercher une scène. Pendant qu'on annonce des coupures en Gaspésie de 300 000 $ qu'on doit imposer parce qu'on a été coupé, on a la Colombie-Britannique qui dépense 1,5 milliard, le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, 1 million là, juste pour de Kedgewick à Edmundston. Partout ailleurs, on prend l'argent. Au Québec, 0 $ engagé parce que le Québec ne va pas chercher sa juste part. Le seul projet où est-ce qu'il y a de l'argent de promis, mais non engagé, c'est le tramway. Un tramway nommé Désir, je crois. En tout cas, il est désiré par certains et par d'autres. Mais en tout cas, puis là, on parle de transport, mais il n'en demeure pas moins que le transport, c'est juste un aspect parmi d'autres. Ben, c'est un aspect quand même transversal de la mobilité parce qu'il est en lien avec la santé, le loisir, le travail, parce qu'on a de la main-d'œuvre, des personnes handicapées qui voudraient aller travailler en transport adapté, mais ils ne peuvent pas avoir un emploi parce qu'ils n'ont pas de garantie de transport récurrent. Sinon, les plages horaires, tu sais, je vais demander, quand tu commences une job, tu peux remplacer ton collègue ou aller au 5 à 7 du club social, mais quand tu prends un transport adapté qui vient te chercher à telle heure, tu peux pas. Tu te retrouves... Est-ce que tu es apprécié de tes pairs après ça parce que tu as le meilleur horaire des autres puis tu viens de rentrer? T'sais, c'est toutes des choses que... Mais non, donnons-leur les mêmes chances. C'est ça qu'on demande. C'est parce qu'à partir d'un obstacle, à ce moment-là, ça déboule. Ça s'accumule. Ça s'accumule. Il y a une accumulation d'impact, finalement, tout à fait. À partir de ce moment-là. Mais, par exemple, il y a quand même eu des volontés de la part gouvernementale. Là, si je regarde, par exemple, il y a eu, on me disait qu'il y a une loi qui a été adoptée en 1978, qui a été révisée en 2004. Il y a une politique qui a été adoptée en 2009. Il y a eu des volontés, il y a eu des demandes, puis je ne sais pas jusqu'à quel point c'est des obligations. Par exemple, qu'on pense par exemple à des commerces. Oui. Tu sais, puis là, je veux pas parler en mal de qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce que on s'entend que parfois il y a des réalités il y a des réalités. Mais si je regarde par exemple les commerces à Gaspé,
Il y a une problématique de ce côté-là. Et puis, j'en veux pas aux différents commerces. C'est pas toujours facile d'adapter l'environnement, mais n'en demeure pas moins que j'ai l'impression qu'on a des croûtes à manger. Là. Il y a, pour partir de la volonté, il y a une obligation internationale. Tu sais, le Canada a signé avec 183 autres pays, là, avec l'ONU, tout ce qui est un plan d'action international pour relativement aux personnes handicapées. Ça, c'est une chose. Par entière, c'est une chose. Ce sont, par exemple, des mesures qui n'ont pas de dents, je dois dire. Là, c'est là, ce sont des plans d'action qu'on va se dire, c'est en action. C'est plein de bonne volonté. C'est plein de bonne volonté, mais des fois, on manque d'expertise terrain. Il y a l'adaptation des infrastructures municipales, provinciales, institutionnelles, qui est une chose. Le privé, malheureusement, il n'y a aucune obligation, mis à part quand tu es une chaîne, qu'eux vont se baquer. Parce que les chaînes, eux, le savent très bien que quand tu es dans une population plus nombreuse, tu vas être poursuivi pour discrimination. Au Québec aussi, on peut le faire. Tu sais, une personne qui irait sur un commerce, je nomme la rue de la Reine parce que c'est un exemple que j'amène au Québec, comme 21 commerces sur 27 d'inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. C'est gênant. Si j'étais la Reine, je m'en revirais dans ma tombe. Moi, je trouve ça très ordinaire. Mais les succursales, mettons, du fédéral au provincial le sont parce qu'ils sont obligés. Les plus grandes chaînes, comme je le disais, vont le faire parce que par crainte de poursuite aussi. Ils ont des conventions internes, mais une personne qui ne peut pas rentrer une place à cause de son handicap, c'est une discrimination. Sauf que c'est une marche de Compostelle pour se rendre à un jugement qui va être dans 95% en faveur de la personne qui est discriminée. Sauf que la personne doit faire face à son handicap, son agresseur. C'est de la façon, malheureusement, que c'est fait. Mais pour les plus gros, oui, effectivement, eux, les chaînes, ils ont déjà dans les conventions internes. Puis des fois, ça m'est arrivé de leur mettre en pleine face, de leur dire « Hey, en passant, sur votre site web, c'est marqué que vous êtes accessible. Je suis allé virer à votre magasin durant Noël. J'ai pas été capable de me virer avec ma grosse pelle. J'ai tout renversé. Imaginez une personne en fauteuil roulant. » Mais moi, je pense que ça va passer vraiment par les gens. Je crois que la rue de la Reine pourrait tellement être un exemple de faire une révolution, de dire « Regardez, on avait cette problématique-là. » Puis le problème de la rue de la Reine, je peux pas le mettre non plus sur le fardeau des entrepreneurs. Il y a un espace qui appartient à la ville là-dedans. Ben, tu sais, il pourrait... Peut-être que l'arrivée, mettons, d'une compagnie comme GoRamp, qui nous montrait tout l'éventail de produits qui ont de rampes qui se plient, qui se ramassent, qui se met sur le côté du bâtiment que tu sors. Peut-être que la grosse rampe en bois, c'est pas ça qu'il te faut. Mais ça, on manque de cette expertise-là, puis d'une volonté, veut pas, d'aller chercher cette expertise-là. Mais je m'encourage, je sens vraiment de l'écoute chez nos élus locaux. Puis c'est ça qui m'encourage à poursuivre mon travail. Ça va faire 7 ans que je fais ça. Et depuis la récente élection municipale, puis depuis qu'on fait des galas inclusion puis qu'on le montre, je pense que de plus en plus les gens vont cogner à la porte de la municipalité parce qu'eux aussi, on leur a envoyé beaucoup de responsabilités ces récentes années. Qui ont pas, à un moment donné, ils se retrouvent avec cette patate chaude-là puis ils veulent plaire à tout le monde. Puis j'ai déjà dit à des élus aussi, toi, demain matin, si puis je souhaite pas ça à personne, tu as un accident de motoneige, tu perds l'usage de tes jambes de façon permanente, c'est quoi, tu perds ton rôle d'élu parce que ton hôtel de ville n'est pas adapté? C'est tout ça qui arrive? Ou tu vas l'adapter parce que toi, tu l'es maintenant? Fait qu'il y a tout ça. Des fois, on attend, on va se dire, j'ai déjà parlé avec une coiffeuse, elle me dit, j'ai pas de personne handicapée qui vient ici, pourquoi je mettrais une rampe? Là, tu fais comme... s'il y avait une rampe, peut-être qu'il y aurait des personnes handicapées qui iraient. Le fou la peau, là. C'est vraiment là qu'on est, mais c'est souvent comme ça. Ouais. Puis on s'entend, c'est comme, il y a la volonté exprimée par les politiques, mais au-delà de ça, il y a peut-être une sensibilisation à faire aussi auprès de la population. On s'entend, tu sais, combien de fois est-ce qu'on le voit, là? L'hiver, c'est une autre histoire, mais souvent, l'été, on voit des gens qui se stationnent à moitié dans le stationnement pour handicapés, qui sont pas conscients de l'impact de leur paresse ou de leur manque de civisme. Ce qui fait que c'est justement parce que au-delà du politique, peut-être que la population pourrait faire pression sur le politique à partir du moment où la population serait peut-être un peu plus allumée justement à la réalité des gens vivant avec une forme avec différence, avec une différence. Tout à fait. Non, écoute, moi, ça, c'était pendant longtemps un dossier que j'ai travaillé, puis finalement, je pense qu'on a fait quelques avancées déjà, tu sais, que avec les forces policières, tu sais, puis les contraventions qui sont maintenant rendues à 300 quelques dollars, c'est quand même un incitatif. Sauf que moi, encore, oui, tous les jours, c'est quelque chose que je vois. C'est tout le temps les mêmes raisons. J'en ai pour 5-6 minutes. Si jamais une personne handicapée arrive, je vais me tasser. Tu fais comme, oui, je te crois, là.
il y a vraiment toutes sortes de raisons. Puis finalement, des fois, j'essaie de lâcher prise un peu là-dessus, même si on remet des contraventions de civisme depuis 6 ans. On a dû en remettre 2000. Là, juste avec ça, je pense qu'on aurait payé un parc automobile pour nos personnes handicapées. Mais ça, comme je l'ai déjà dit à des personnes handicapées qui venaient me remercier pour mes services, je leur disais, la défense de droit, moi, je suis un humain. Toi, t'en es un. On est deux, là. Mm-hmm. C'est pas comme ça qu'on change les choses. C'est pas moi, le porte-parole. Les changements de société, c'est la population, c'est un mouvement. C'est très, très, très difficile d'arrêter un mouvement. Essayons d'arrêter un cours d'eau vert. Je veux dire, il va continuer. Mm-hmm. Fait que c'est comme ça dans rentrant. Je pense qu'on l'a fait beaucoup au Québec sur certaines... les femmes, quand même si c'est loin d'être parfait, je pense qu'on a fait des grands pas. Pour les personnes handicapées, ça prend encore beaucoup de temps. Et il y a tellement de facilité. Puis tu le disais, aussitôt que la neige tombe, là, ça n'existe plus. Ça fait 20 ans que je viens ici, puis il y a un stationnement bleu, il neige, je suis proche de la porte. Puis là, tu essaies de faire comprendre aux gens, c'est pas la princesse handicapée qui s'en vient, là. Mm-hmm. C'est une personne que si elle se stationne plus loin, elle court un risque. Puis l'hiver, c'est pas le fun, là, se promener dans la slush, là, puis forcer là-dedans, c'est un danger. Puis la demande, c'est à quel point, des fois, on est antipathique. Puis je pense que c'est l'individualisme des personnes qui fait ça. Mais de moins en moins, j'en vois encore. Mais ça, c'est un peu comme les motoneigistes qui passent sur des champs de petits arbres. Mm-hmm. Tu peux pas dire qu'ils sont tous comme ça. Mais non, lui, il est niaiseux. Mais c'est la même chose. Mm-hmm. Fait que tu sais, mais moi, ce que je considère dans le mouvement de ça, c'est que si vous voyez quelqu'un là, stationné, regardez-les. Pas de confrontation. Tu le regardes. Tu le juges. Avec un jugement. Oui. Comme lui, sûrement, regarde les personnes handicapées avec jugement. Tu sais, moi, je veux dire, je m'en empêche pas. Ça, je le regarde, comme, t'as sorti ta vignette? Non? OK. Bravo. Ouais. Non, ben, parfois, il y a des gens qui méritent d'être méprisés, on va le dire comme ça. On travaille pour l'inclusion. Je sais des inclure là-dedans. C'est qui disait, c'est Voltaire, aimer ceux qui vous énervent encore plus. Il faut les aimer plus. Je pense que c'est Dostoïevski qui disait ça. Mais c'est là, on peut parler de la problématique. On voit qu'il y a quand même des volontés gouvernementales. Il y a de la volonté de la part de différents groupes d'individus et autres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux à ce stade-ci? C'est comme, on devrait adapter davantage. C'est quoi les prochaines étapes, justement, pour faciliter l'inclusion des personnes vivant avec un handicap? Bien, dans l'inclusion, c'est très large. Mais si je prends, mettons, la mobilité qui a été notre sujet pas mal, qui est transversale dans cette participation sociale et valorisation sociale qui est très importante, je crois qu'il faut d'un, continuer à marteler, puis d'investir un mouvement citoyen là-dedans. Puis je le sens que présentement, c'est sûr que là, on va se le dire, on est dans un gouvernement de fin de règne, ce qui fait qu'on ne s'entend pas nécessairement de grandes révolutions, mais n'empêche qu'on est en train de placer nos pions quand même sur quelque chose, des scénarios qu'on ne veut pas répéter. C'est qu'à force d'enlever, ce qui est arrivé dans les 5 dernières années, là, c'est qu'on enlève, dans les programmes de soutien à domicile, on a gelé ces programmes-là. On a gelé, on parlait de la rue de la Reine, mais on a gelé le programme pour les petits établissements accessibles. Ça a été mis sur la glace aussi. Donc, on met pas les conditions non plus pour encourager ces formes d'inclusion-là du côté gouvernemental. On retire de l'argent des transports adaptés. Donc, ces personnes-là, ça tombe. Là. Toi, t'as l'impression qu'on recule? J'ai pas l'impression qu'on recule, j'ai l'impression qu'on a manqué une fenêtre, puis on fait des économies de bout de chandelle, puis on réalise pas à quel point ça va être dommageable à long terme. Que ce qui se passe présentement, on va avoir 2-3 ans à les réparer avant de pouvoir retrouver quelque chose de normal. J'ai trouvé qu'on a régressé peut-être d'un point de vue équitable. Je trouve malheureusement qu'avec les années, au début, je trouvais que j'étais alarmiste quand je disais qu'on les traite vraiment comme des citoyens de seconde zone. Quand je vois les résultats, puis ce qui se passe au national, qu'on doit faire des campagnes nationales pour le transport adapté, il y a quelque chose, il y a la chaîne à débarquer. Excusez-moi l'expression, la chaîne à débarquer, puis là, tu fais comme, mais non, mais on était en pleine montée. Ça fait 40 ans que les personnes handicapées, il y a eu une manifestation il y a 40 quelques années à l'Assemblée nationale. C'était impressionnant. On s'est dit, hey, ça va changer, c'était en 80 quelques. Je veux dire, à un moment donné... ça fait longtemps. L'Assemblée nationale, petit exemple anodin, mais qui démontre tout. On a mis combien de millions de dollars pour refaire l'accueil, qui est une question de sécurité, super beau, la maison du peuple.
ben la rampe pour monter est trop inclinée. Mhm. T'es dans la maison du peuple. Tu passes les lois, t'es législateur. Donc, on fait du surplace. Je n'oserais pas dire... T'es vraiment poli. Oui, parce que je dois travailler avec eux autres demain. Mais on s'entend aussi, là, puis là, j'en reviens justement au début, là, c'est quand on dit là, que plus de 20% de la population vit avec une forme de handicap, avec une incapacité quelconque, là, c'est quand même une force de frappe politique, ça. Je crois que oui. Il y a des élections qui s'en viennent. Est-ce que vous avez l'intention de comme taper sur un clou, là? Ben, taper sur un clou, on travaille beaucoup sur l'autonomisation. Comme je disais, j'ai bien beau, moi, déchirer ma chemise dans des entrevues ou avec les ministres impliqués, mais ce sont les personnes qui doivent déterminer leur avenir aussi, puis c'est ce qu'on veut faire, l'empowerment. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que... Parce qu'en Gaspésie, les personnes handicapées ne votent pas beaucoup, en deçà de la moyenne nationale, qui est déjà, elle, en deçà de la moyenne des gens qui n'ont pas d'incapacité, pour des raisons qui leur appartiennent et que je ne juge pas, parce que quand tu es dans une culture aussi de t'es né pour un petit pain, ne demande pas une boulangerie, ben tu fais ta place dans le coin. Mm-hmm. Sauf que là, moi, je pense que c'est important, surtout au palier provincial, qui est très impliqué dans la vie de tous les jours des personnes handicapées. Veut pas, ils reçoivent les fonds fédéraux, là. On trouve ça important, puis on veut mettre tout ce qui est en place pour faciliter le vote. Si on a des difficultés visuelles ou auditives, Élections Québec a plein d'outils. On les partage sur notre site web, le www.ravji.org. C'est vraiment de dire aux gens, écoute, tu sais, on se demande des fois qu'est-ce que ça prend pour aller voter. Ben, si tu connais ton nom, ton adresse, ta date de naissance, tu as tout ce qu'il faut pour aller voter. Tu as même le droit de te tromper, parce qu'on l'a tous fait une fois dans notre vie, de se tromper, ça arrive. Mais non, mais c'est vraiment ça. Puis ça leur permet aussi, d'un côté, de peut-être pouvoir rencontrer les candidats au centre d'achat quand ils font leur tournée, au tournoi de hockey ou qu'importe, leur parler de leur problématique ou de leur réalité. Tout à fait. Donc ça, on trouve ça important. Puis ça envoie le message au gouvernement comme tu dois gouverner pour tout le monde. Mm-hmm. Donc de faire semblant que ça n'existe pas comme on fait présentement. Il y a eu une motion qui a été déposée à l'Assemblée nationale récemment par le député des Îles, puis ça a été refusé par le gouvernement, puis c'était sur le transport collectif, là. Alors que les députés locaux disaient ne pas comprendre les coupes du côté de la régie, donc ont dû amputer leur budget à cause de ces coupures-là. Très triste que ça arrive, tu sais. Je veux dire, là encore, je trouve que on est en pleine montée, puis on vient de couper, on vient de picher un bâton dans ta chaîne de bicycle, puis ça arrête là. Ou du moins, tu vas avoir la misère à te relever. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Puis malheureusement, on voit encore une fois les personnes handicapées comme des dépenses au lieu d'un investissement, de permettre à une classe... Tu sais, puis d'un côté, on veut inciter les gens à prendre le transport collectif, de lâcher leur auto. Mais on a d'un autre côté, parce que le transport collectif n'est pas adapté, c'est deux entités complètement différentes. Mais on a une crise du transport adapté depuis 2020, donc depuis la loi sur le taxi, parce qu'il y a de moins en moins de taxis adaptés, vous l'avez remarqué comme moi, et c'est plus intéressant pour quelqu'un de se partir une business de taxi. Et puis en Gaspésie, on n'a pas de gros joueurs. Effectivement. Comme dans les autres coins. Donc, ce qui fait qu'on encourage les gens, oui, ben parfait, lâche l'auto solo, embarque dans l'autobus, mais on a une clientèle de personnes handicapées qui fait comme, j'aimerais ça sortir 2 fois par semaine, moi. Puis j'aimerais ça sortir 1 fois le soir pour aller voir un spectacle. Mais on ne peut pas nécessairement offrir ça. Tu sais, donc, on a quand même, je ne sais pas si c'est une contradiction, un paradoxe, mais on a 2 problèmes différents, mais il y en a un qui, c'est un cas de santé publique. Il y en a un qui, c'est environnemental. Puis, je veux dire, la santé publique, on a fait une étude avec eux, puis le CIRAD, sur la mobilité des personnes handicapées. Il est disponible, le rapport. Ce rapport-là, ben, il est très difficile à lire, parce que ce qu'on lit vraiment, c'est cette distorsion, c'est ce manque, cette inéquité et inégalité sociale qu'ils vont vivre quotidiennement et dans quelle position on met les femmes handicapées surtout. Moi, c'est un des aspects qui m'a le plus frappé dans ce rapport-là. Parce qu'on sait les cas de violence conjugale, je pense en Gaspésie, on m'a sorti une statistique de 40-50% des femmes qui ont déjà vécu un épisode, mais quand on pense qu'une femme handicapée, c'est le double du risque, ça commence à faire beaucoup de monde qui vivent ça et qui ne peuvent pas en sortir. C'est vraiment un cas de santé publique. On pourra en parler longtemps. On peut en parler longtemps. Quoi qu'il en soit, en tout cas, j'espère qu'on va vous entendre encore plus, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, tu sais, il y a une méconnaissance ou une mécompréhension peut-être, et de la part, peut-être...
mécompréhension ou une difficulté de la part des autorités et de la population en général, justement, aux réalités des gens qui vivent en situation de handicap pour toutes sortes de raisons. Qui ont chacun la leur, d'ailleurs. Qui ont chacun la leur. Ça fait qu'on espère te revoir bientôt. Oui, et en attendant, j'invite vos téléspectateurs. Il y a un manifeste sur l'ARUTAQ, ARUTAQ, qui est une alliance d'usagers de transport adapté. On est plus de 1000 organismes qui ont signé ce manifeste-là, qui demandent l'équité et la prise en compte des réalités régionales, territoriales. Donc, j'invite les gens à aller faire un tour, signer ça en soutien, et ça sera déposé à l'Assemblée nationale. D'accord. Ça, c'est accessible sur le web, oui, tout assez facile à trouver, oui. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à vous. J'ai hâte qu'on se revoie parce qu'il me semble qu'il y a... il y a beaucoup Il y a une mobilisation à avoir, justement, dans ce sens-là, puis les élections s'en viennent, là, ça fait qu'on s'en reparle. Parfait. Merci. Ça fait que, encore une fois, ben oui, la réalité des personnes vivant en situation de handicap, là, on parle de toutes sortes de handicaps, il y a toutes sortes, mais il n'en demeure pas moins que je pense que la base de la base, d'accord, au-delà des politiciens, au-delà des commerces et tout, c'est juste en tant que société, si on pouvait faire preuve de respect pour les autres. Ces histoires de stationnement, mais personnellement, là, ça me tape sur le petit nerf. Quand je vois des gens qui manquent de respect justement pour des gens qui vivent dans des réalités, mais qui sont beaucoup plus complexes que simplement de se promener, là, qui doivent aller dans un stationnement pour aller faire l'épicerie ou peu importe. Fait que la base de la base, le respect, et très certainement qu'on va reparler justement des moyens de pression qu'on pourrait faire pour faire en sorte que la vie des personnes vivant en situation de handicap soit un peu plus vivable.